C'est vraiment comme un mariage. Il faut que les choses soient claires au départ, il faut envisager toutes les possibilités. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Eve et 2 fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les 1000 turbulences de l'aventure entrepreneuriale. Formidab, je l'ai réfléchi pendant longtemps. Yaniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up ? Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus ? Si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur www.yaniro.co/events EVENTS pour assister au prochain événement. C'est le meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement. Et on fait travailler des artisans à la demande, donc on n'a pas de stock. Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute. Bonjour Géraldine, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien ? Donc, nouvel épisode du podcast Yaniro. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. On est dans vraiment un très bel espace, une fois encore. Et aujourd'hui, on va parler, on a un peu préparé juste avant de lancer l'interview, d'un sujet qui est vraiment intéressant, qui va un peu explorer les barrières et les frontières de l'entrepreneuriat, parce que, une fois n'est pas coutume, on va aller un petit cran avant le lancement de ta boîte. Avant qu'on attaque justement la discussion et qu'on parle de tout ça, peut-être aimerais-tu présenter donc Formidab pour ceux qui nous écoutent. Et en plus, c'est une boîte qui est chère à mon cœur parce que j'aurais grand plaisir à passer par chez vous juste après l'interview. Avec plaisir. Alors Formidab, c'est une entreprise qu'on a créée avec mon associé Jordan il y a 3 ans et demi. En mai 2016. Formidab est né de l'envie de créer à travers un artisanat responsable. En fait, on propose à nos clients de donner vie à leur créativité. Grâce à l'artisanat, on est capable de répondre à des demandes sur mesure. Donc, on propose essentiellement du mobilier, des tables, des assises, des luminaires également. Et on fait travailler des artisans à la demande. Donc, on n'a pas de stock. Et donc, nos clients peuvent créer la table de leurs rêves sur notre site. Voilà, on s'adresse essentiellement à des clients professionnels, des bureaux, des hôtels, des restaurants, et également à des particuliers. Alors, je fais un petit mot en tant que particulier. Je vous invite vraiment à aller faire un tour, ne serait-ce que sur leur site ou bien dans le showroom pour en prendre plein les yeux, parce que c'est du très beau mobilier. Alors moi, j'ai un coup de cœur énorme sur les tables, et que ce soit en tant que Yaniro ou en tant que Alexis, je pense qu'il y aura à un moment donné une table Formidab pas très loin de chez moi et je pourrais travailler dessus. J'espère. Et en plus de ça, pour une fois, ça nous permet de parler de quelque chose qui se touche, qui se sent. Alors, j'ai rien contre le SaaS, le B2B et les chatbots, mais c'est encore plus simple de se mettre les 2 mains dedans, et on va voir que ça aura peut-être un petit impact sur la réalité d'avoir une boîte B2C, B2B, mais avec une composante physique très forte, versus beaucoup de logiciels. Donc, Géraldine, de quoi est-ce que tu souhaitais qu'on parle aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Yaniro ? Alors moi, je serais ravie de témoigner finalement de l'avant Formidab, parce que Formidab, je l'ai réfléchi pendant longtemps. J'ai une carrière d'une 15aine d'années avant le lancement de ma boîte. Donc, je ne suis pas de cette génération de 25 ans qui monte sa boîte juste après les études. J'ai travaillé dans des grandes entreprises, dans la mode, les cosmétiques. Et finalement, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer. Et j'ai quand même duré pendant 15 ans dans un métier qui me plaisait, qui était fun, créatif, international, mais dans lequel je ne m'épanouissais pas vraiment, parce que tout simplement ça manquait de sens pour moi et je voyais pas trop finalement où ça allait. Donc, mais j'ai eu beaucoup de mal à me lancer. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer parce que c'est pas un exercice facile, surtout quand on ne vient pas d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents
sont profs, donc c'est pas forcément dans notre ADN, on va dire. Donc là, effectivement, moi je trouve ça fascinant parce que c'est vraiment l'histoire de l'entrepreneuriat. Là, on se rencontre. J'espère que j'aurai la chance de passer dans votre super showroom. Vous êtes 15 personnes à Formilab. Il y a 3 ans et demi, presque 4 au compteur. Donc il y a beaucoup de choses que vous avez appris. Vous avez pu lever des fonds pour financer votre croissance. Et finalement, avant ça, il y a le jour 1 de Formilab. Et avant le jour 1 de Formilab, il y a toute l'idée de est-ce que j'ai envie d'entreprendre, et si j'ai envie d'entreprendre, c'est dans quoi. Et donc, c'est un peu de ça dont on va parler. Jusqu'où il faut remonter si on veut essayer de faire les choses bien, selon toi, c'est quand un peu le point zéro? Alors, c'est pas très précis, c'est pas très grave, mais du moment où tu t'es dit, un jour, j'ai peut-être envie de monter quelque chose à moi, ou alors dans l'autre sens, moi j'aimerais bien être sur ces aspects mobiliers, le beau, l'artisanat. Enfin, où est-ce qu'il faut remonter, selon toi? À longtemps finalement, parce que je pense que je me suis bien posé la question pendant une dizaine d'années avant d'y aller. Donc on va peut-être remonter en 2005. D'accord. Très rapidement, finalement, après avoir pris mes responsabilités de chef de produit à l'époque, j'ai vite réalisé que voilà, ça me plaisait, mais que finalement c'était pas ça qui allait donner un sens à ma vie. Donc j'avais peut-être trop d'ambition par rapport à mon travail, mais pour moi, c'était important de savoir pourquoi je faisais tout ça. Mais donc, j'ai bien mis, je pense, une dizaine d'années finalement à vraiment vouloir me lancer. C'est d'abord l'envie d'entreprendre plus que l'idée qui est arrivée. D'ailleurs, avec Jordan, on avait eu un premier projet d'entreprise toutes les deux en 2008. Qui tournait autour du sur-mesure, mais là, c'était de l'art et pas de l'artisanat. Donc, l'idée, c'était de rendre l'art plus accessible. Donc c'était assez proche finalement de ce qu'on a fait finalement quelques années plus tard. On l'a pas fait à l'époque, alors qu'on a quand même passé un an sur le projet en parallèle de notre boulot, parce que c'était pas le moment personnellement, et c'était pas grave. Ça nous a donné envie, on l'a pas fait, on n'a pas osé passer le pas, c'était pas le moment. C'est pas pour ça que c'était pas toujours dans mon esprit et dans celui de Jordan. Alors, donc là, les auditeurs attentifs ont bien commencé à repérer un personnage qu'on va entendre plusieurs fois, donc Jordan, qui était amie, collègue, future cofondatrice de Formilab, et donc deuxième cerveau de cette première réflexion d'entreprise. Complètement, oui. Avec Jordan, donc nous sommes des amis, on va dire que c'est ma meilleure amie. On s'est rencontrés à Dauphine il y a quelques dizaines d'années. et voilà, on a toujours été très proches. Et cette première expérience professionnelle dans le monde des cosmétiques, on l'a vécue ensemble dans la même entreprise. Donc plus qu'une amie, c'est aussi une personne que j'ai côtoyée tous les jours pendant de nombreuses années, et avec laquelle, je pense, on partage aussi les mêmes méthodes de travail. Ça explique aussi pourquoi il était évident pour nous de travailler ensemble dans le cadre d'une création d'entreprise. Et alors donc, si on se penche sur ce point zéro, on va mettre un peu les pieds dans tes chaussures de l'époque. Tu prends donc ce nouveau poste, et quelque part, il y a quelque chose qui se passe au niveau du sens, ou en tout cas, tu as une réalisation où tu te dis, tiens, c'est peut-être pas ça que je vais faire pour toujours, en tout cas peut-être pas pour encore 1 million d'années. C'est un peu comme ça que ça en se fait, passe. c'était un boulot fun, très créatif, voilà. Pour le coup, mon travail consistait à imaginer des nouveaux parfums pour des marques. Donc, on avait des licences. Enfin, voilà, c'était sympa. On briefait des parfumeurs, des agences de pub. Mais il y avait quelque chose d'un petit peu, je sais pas abouti pour moi, parce que ça n'avait pas la conscience écologique déjà que je souhaitais. Et pour moi, ça ne faisait pas de sens finalement d'être dans une grosse entreprise avec des méthodes de production pas très responsables. Finalement, de vendre des produits comme du parfum ou des produits de maquillage dans lesquels parfois il nous arrivait d'embellir la réalité, on va dire. Tu vas rajeunir en moins de 5 ans, en moins de 5 minutes, tu vas gagner 10 ans, ce genre de choses. Enfin, voilà, j'étais pas très à l'aise toujours avec finalement ce qu'on me proposait. Voilà, et j'avais envie d'un projet plus humain, plus complet, et qui soit aussi plus personnel. Est-ce que tu avais déjà eu des expériences, je dirais, entrepreneuriales
alternatives, soit du travail associatif, peut-être un hobby dans lequel tu étais très versé, donc dans lequel tu avais une certaine forme de responsabilité, parce qu'on oublie, je trouve, que dans l'entrepreneuriat, alors je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais moi par exemple, je considère qu'une de mes premières expériences entrepreneuriales, c'était de monter un groupe de musique qui a assez bien fonctionné, avec tout ce que ça implique, et j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont servi après coup. C'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, j'ai pas monté un groupe de musique. Cependant, pendant mes 4 années à Dauphine, en effet, j'étais dans les associations type BDE et autres. Et justement, j'étais responsable d'un événement d'une semaine au sein de la fac artistique, comme quoi il y a quand même toujours ce lien avec Formilab. L'idée, c'était de faire une expo d'art dans la fac pendant une semaine, et cet événement a évolué pendant les 4 années pour devenir un événement complet avec de la danse, de la musique, un défilé de mode. Donc, et j'étais responsable de l'équipe, de tout l'événement. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, avec un vrai esprit entrepreneurial. Et c'est le cas de beaucoup de Dauphinois d'ailleurs. Il y a un esprit très fort. J'étais entourée de gens qui ont tous monté leur boîte. Finalement, en tant que salariée, j'étais un petit ovni finalement. Mais oui, je pense que c'est né à ce moment-là. Et finalement, cette excitation quand on crée des choses de soi-même, quand on va au-delà de ses limites, m'a manqué, je pense, dans mon travail de salarié. Ouais, donc on est dans une situation avec Jordan, il y a un peu le feu de l'entrepreneuriat, il y a qui quelque part vient de chatouiller, il y a aussi ce côté, une forme, je dirais, je le prends de manière très neutre, de désalignement avec certains soit objectifs, soit valeurs de l'entreprise dans laquelle tu travailles en tant que salarié, ce qui est OK, ce qui arrive, mais qui peut être un peu compliqué. Oui, et puis peut-être avec cette idée de production de masse, on va dire. Oui, alors quand je dis désalignement... C'est aussi la société de consommation. Enfin, je suis loin d'être extrémiste ou autre, mais c'est cette idée de consommer pour consommer, de faire consommer toujours plus. Voilà, par rapport au monde dans lequel on vit, je pense que j'étais pas très à l'aise avec ça. Ouais. J'en profite, et pour ceux qui sont attentifs, on en parle dans le livre qu'on a récemment écrit, donc de Human Factor. Petit moment psychologie, c'est ce phénomène qui est donc effectivement un peu compliqué et qui amène beaucoup de gens à monter leur boîte, ou en tout cas à changer de projet. Ça s'appelle la dissonance cognitive. C'est globalement quand on se sent désaligné au quotidien entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ou quelque chose comme ça. Un exemple classique et un peu bas niveau de dissonance cognitive, c'est si vous dites que vous commencez un régime ou à faire du sport et que vous ne le faites pas. Vous vous sentez un peu mal dans vos baskets, vous dites tiens, je devrais le faire, je me sens mal. C'est un petit peu pareil, effectivement, si vous avez des convictions très profondes sur une valeur X ou Y et que l'entreprise a quelque chose d'un peu orthogonal par rapport à ça, c'est de la faute à personne, mais au quotidien, c'est un peu désagréable, c'est un peu désalignant, on va dire. Et donc, premier projet entrepreneurial, vous vous mettez un petit peu dans le bateau. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi ça se fait pas? Tu l'en as parlé un petit peu brièvement, tu disais pas le moment, etc. Mais là, donc, ça m'intéresse qu'on creuse là-dedans parce qu'on va trouver le terreau de beaucoup d'entrepreneurs encore en herbe qui n'osent pas passer le pas. Et alors, l'idée, c'est pas du jugement, il y a des raisons qui sont bonnes, mais c'est intéressant si tu vois, te replonges là-dedans. Si je me replonge là-dedans, le concept, je pense que il était un petit peu bancal par rapport à notre propre histoire, c'est-à-dire qu'on s'adressait au monde de l'art et on n'en faisait pas vraiment partie. Or, le monde de l'art est un milieu quand même assez spécial, où il faut bien connaître. Donc, je pense qu'on ne se sentait pas totalement légitime par rapport à ça. Il y avait aussi des circonstances liées à la vie personnelle de Jordan qui se séparait de son mari, donc qui se retrouvait dans une situation aussi économique un peu plus risquée, où elle ne pouvait pas forcément se permettre de prendre des risques. Et la possibilité de partir aussi avec le chômage n'était pas possible. Donc tout ça faisait peut-être des doutes sur le projet et un contexte personnel pas opportun. Et avec le recul, maintenant, alors il faudrait que Jordan soit avec nous, mais en tout cas dans ta lecture, et ça n'engage pas Jordan, là maintenant que toi tu as passé le pas, tu sais ce que c'est de monter une entreprise avec les montagnes russes, mais aussi les très très bons côtés. Qu'est-ce qui est de l'ordre de vraies bonnes raisons? C'est-à-dire toi qui es passé un peu de l'autre côté, tu peux dire
oui, non, c'était vraiment une bonne idée de ne pas le faire comme ça ou à ce moment-là parce que ça aurait été très très compliqué. Et qu'est-ce qui est de l'ordre d'une petite boule au ventre de l'inconnu en fait. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui vont peut-être se dire ouais non mais en fait je comprends et je le vis et j'ai un peu la trouille pour ça et c'est intéressant de se redire non mais ça c'est vrai en fait, il y a des raisons d'avoir un petit peu peur là-dessus et ça bon, en vrai ça serait un peu c'est pas si grave. Je pense que le contexte familial, notamment de Jordan, était quand même compliqué. Et ça, c'est vrai, c'était pas le bon moment pour elle. Le fait de partir sans chômage, ça aurait été encore plus compliqué. Mine de rien, partir avec le chômage, une rupture conventionnelle, ça aide, minimum. Hein. Après, sur le concept, je pense que au pire, on aurait pu lancer avec ce concept et on s'en serait sorti. C'est-à-dire que l'agilité, le fait que le concept à un instant A au niveau du lancement peut carrément évoluer. Pour moi, c'est de toute façon, voilà, l'entreprise va évoluer. Donc l'idée n'était pas bête et d'ailleurs, il y a pas mal d'entreprises un peu dans ce milieu-là qui sont sorties après. Donc surtout, le contexte familial quand même, mine de rien, aurait été compliqué, je pense. Ouais, de manière un petit peu curieuse et malicieuse, j'avais un peu cette hypothèse-là en tête. C'est-à-dire que, effectivement, le sujet de l'argent et du lancement d'un projet et sur quel denier on met un petit peu à manger le soir sur l'assiette et un toit sur sa tête, c'est assez tabou en France. Enfin, on entend beaucoup d'entrepreneurs qui disent ouais, je me suis pas payé pendant 2 ans. Alors les esprits agiles entendent Pôle emploi et c'est très bien. Hein, Pôle emploi, c'est vraiment fait un travail formidable pour l'entrepreneuriat. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais alors au-delà de cet aspect-là qui est évidemment très important, c'est-à-dire à un moment donné, il faut bien être en capacité de vivre un minimum, quoi. La partie des repères et des piliers de vie est important aussi. C'est-à-dire entreprendre, c'est difficile, ça peut chahuter à plein de niveaux. D'une certaine manière, je pense que il y a un côté un peu comparable avec le fait de commencer à avoir des enfants. On découvre une autre partie de soi et donc on y est un peu confronté, on doit faire avec. Peut-être qu'un grand chambardement émotionnel de vie, c'est pas le moment idéal pour le faire. Et là où je te rejoins, ce qui me fait beaucoup sourire, c'est que le concept, c'est pas si grave. Parce que vous auriez vu, au final, ça marche pas, vous auriez appris sur le tas, vous auriez peut-être fait tomber le concept et fait Formilab, etc. Exactement. Okay. Et après, je trouve aussi qu'en quelques années, les choses sont devenues encore plus simples pour monter son entreprise. Enfin, entre 2008 et 2016. 2008, c'est la crise aussi, il ne faut pas oublier ça. Voilà. Il y a eu en tout cas l'apparition vraiment des réseaux sociaux, le fait de pouvoir créer son site tout seul fait que ça nous a beaucoup aidé pour lancer Formilab. On en reparlera peut-être plus tard, mais c'est vrai qu'on a lancé Formilab avec 5 000 €. C'était que les frais d'avocat pour faire notre pâte associée et le reste, c'était du homemade parce que finalement, aujourd'hui, on peut lancer un concept assez facilement. Alors, donc, chapitre suivant. Finalement, on ne va pas lancer la boîte comme ça, en tout cas pas maintenant. Vous êtes toujours donc salarié dans le même groupe Oui, alors... vous avez bougé un peu. Voilà, on a un petit peu bougé. On s'est séparés quand même. Du coup, moi, j'ai eu une autre expérience dans la mode. Et en effet, on s'est retrouvés toutes les deux dans une situation où on a pu toucher le chômage suite à des plans sociaux. Et ça a été le détonateur aussi pour cette deuxième entreprise. Deuxième round. Voilà, exactement. Alors ça, c'est ma question. Est-ce que pendant, entre 2008 et 2016 à peu près, c'est ça, est-ce que ça reste une idée qui revient ou quand vous allez boire un verre ensemble, vous vous dites non, mais il faut qu'on monte quelque chose, mais c'est juste pas le bon moment, ou est-ce que ça rentre un petit peu en sommeil et justement le fait que ce soit les planètes alignées, ça revient? Comment ça se passe dans vos esprits à toutes les deux? C'était plutôt en sommeil. Peut-être que le fait de ne pas l'avoir fait, finalement, on s'est dit, on passe à autre chose. Hein. Moi, de mon côté, j'avais un nouveau job dans une maison de mode sur lequel j'avais énormément de responsabilités, avec un vrai projet entrepreneurial, beaucoup de liberté, finalement. Donc, j'ai assouvi aussi un petit peu mon envie. C'était produit en France. Il y avait beaucoup plus de sens pour moi à travailler dans cette maison-là. Donc finalement, moi, je pense que j'ai un petit peu rempli un peu les cases qui me manquaient. Voilà, on a un peu fait notre
petit bonhomme de chemin chacune de notre côté. On se voyait toujours parce qu'on est amis. Je suis la marraine de sa fille, elle est la marraine de mon fils. Donc voilà, on passe beaucoup de semaines de vacances ensemble. Mais ouais, c'était un sommeil. Et puis c'est revenu quand on s'est retrouvés quand même en même temps. C'est ça qui est drôle dans cette situation finalement où on avait vraiment la possibilité de se reposer la question. Parce que le confort de se dire, on a le chômage, donc c'est le moment ou jamais. On avait 35 ans, c'était l'occasion ou jamais. On se disait voilà qu'on était assez mûrs l'une et l'autre pour créer quelque chose de toute pièce, avec ces 15 années d'expérience où on avait touché à plein de domaines divers et variés, de la com, de la prod, gérer des grosses marques à l'international. On se sentait assez solide finalement. Et puis à 35 ans, ça nous semblait être le bon âge finalement pour se lancer. C'était un peu c'est maintenant ou jamais, quoi. Une stabilité de vie différente aussi, voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre. Exactement. Ouais, exactement. Et donc vous vous lancez et le concept Round 1 a un peu disparu. Et donc comment est-ce que Formilab fait partie du package, je dirais, de cette envie d'y aller, ou est-ce que ça se fait pas tout de suite? C'est-à-dire vous vous dites bon, là c'est quand même les cieux nous envoient un signe, hein, on est en plan de départ toutes les deux, donc on a une certaine forme d'assise qui nous permet d'entreprendre, on en a eu envie. Enfin, comment ça se passe à ce moment-là? Ça se passe qu'on se retrouve à peu près au même moment dans cette situation, avec la possibilité de réfléchir pendant quelques mois, justement, à qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, chacune, séparément. Après avoir regardé un peu à droite à gauche le marché, etc., on en est arrivé à la même conclusion, c'est qu'on voulait monter notre boîte. Voilà. Et après, il s'agit de trouver la bonne idée qui nous corresponde. Ça, c'est pas évident. Personnellement, j'ai pas mal assisté à des conférences chez The Family. J'avais besoin de me confronter au monde de l'entrepreneuriat. Et ça m'a beaucoup aidé à démystifier un petit peu tout ça, parce que je me sentais pas forcément légitime sur cette fonction de entrepreneuse, on va dire. Je me sentais pas forcément légitime parce que finalement ça me faisait peur. Je savais pas trop comment faire, si j'en étais capable. Ça me paraissait tout compliqué, les statuts, toute cette paperasse administrative, comment financer, comment faire évoluer sa boîte. Enfin voilà, c'est des choses qui me faisaient très très peur. Mais finalement, ça m'a beaucoup aidé à démystifier tout ça, à parler avec des entrepreneurs, à écouter des témoignages, à regarder des vidéos sur YouTube. C'est pour ça aussi que je disais que j'étais contente de témoigner aujourd'hui parce que voilà, ce stress un peu de avant, je l'ai connu et je me suis posé beaucoup de questions. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en prenant les choses les unes après les autres, on y arrivait. Sans être des super-héros, finalement, rien n'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses nouvelles, mais rien n'est compliqué. Donc, il faut juste avoir la tête bien faite et puis voilà. Mais sans en arriver directement à la conclusion. En tout cas, voilà, l'idée est arrivée parce que j'aménageais ma nouvelle maison et que, en effet, j'ai rencontré un problème au niveau de ma table de salle à manger parce que je trouvais que l'offre était un peu redondante, pas très excitante et que j'avais flashé sur une belle table vue sur Pinterest en bois massif, authentique, qui faisait pas du tout fake, qui avait un petit esprit atelier, en même temps très moderne. Voilà, je voulais cette table en fait, et elle n'existait pas dans la vraie vie. Elle n'existe que dans le monde merveilleux de Pinterest. Voilà, dans ces belles images Pinterest. Et voilà, je suis assez débrouillarde, par du bouche-oreille, j'ai fini par faire appel à un artisan, mais j'ai réalisé en discutant à droite à gauche que j'étais pas la seule à avoir ce genre de problème, que finalement l'artisanat aussi, auquel j'avais beaucoup touché dans la maison de mode dans laquelle j'étais et qui était un milieu qui me fascinait totalement, avait vraiment beaucoup de sens pour rendre le sur-mesure accessible, cette notion d'authenticité, de production main, locale, fait rêver, me faisait rêver, et j'en ai parlé à Jordan, et en fait on a commencé à réfléchir au concept de Formilab, et par rapport à ce concept-là, je pense qu'il a
tout de suite emballé Jordan parce que on s'est senti assez légitime finalement, même si on ne faisait pas partie vraiment du monde de l'artisanat ni celui de la décoration, à dénicher des belles créations, dénicher des artisans, donner vie à des idées, imaginer un nouvel artisanat en ligne et finalement nos années passées à développer des marques, développer des produits, les rendre réels, nous faisaient du sens par rapport à ça. Donc voilà, on s'est dit que c'était un concept qui nous allait bien et ça demandait pas non plus forcément un gros investissement finalement parce qu'on était intermédiaire. Donc ça nous semblait à notre portée. Alors là, je vais faire un arrêt image parce qu'on va après passer dans la deuxième partie, la partie donc comment travailler avec une amie, quelqu'un qui est à la fois du même cursus et d'une certaine forme de même carrière, un peu différent, mais en tout cas dans le même monde, mais très différent. J'aimerais faire un arrêt image parce que tu as utilisé là, tu as parlé de quelque chose qui, moi, me touche beaucoup. C'est ce côté, ce moment de l'entrepreneuriat où on se jette dans le grand bain et on est un peu perdu, où on se dit « Oh là là, mais tout est compliqué, tout est difficile, vais-je y arriver ?» Et je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont à ce moment-là, tout de suite, plus ou moins là-dedans. Et si ça te va, moi j'aimerais bien juste prendre 3 minutes, et je m'inclus dedans, pour une fois n'est pas coutume, pour partager des petits conseils ou des petits témoignages, parce que tu en as déjà parlé de qu'est-ce qu'on peut faire, parce que moi, je suis 100% d'accord avec toi. La réalité de l'entrepreneuriat, c'est que c'est beaucoup de choses pas très compliqué à partir du moment où on les prend les unes après les autres très tranquillement. Donc ça te va si on prend juste 2 minutes pour partager les choses? Je vous donne mes propres tips et je suis sûr que là on est des animaux un peu différents, Géraldine et moi, donc vous trouverez bien votre manière de faire. Gardez en tête que la plupart des choses, suffit juste de rentrer dedans. Si vous vous dites les statuts de la boîte, comment ça marche, vous tapez statut et puis vous allez finir par trouver. Si vous aimez lire, vous prenez les statuts d'entreprise pour les nuls. Si vous aimez pas lire, vous parlez à quelqu'un qui connaît. Et surtout, moi je donne un conseil qui a toujours très bien marché, qu'on m'a donné. On me l'a donné tel quel. Si tu veux aller quelque part, si tu veux savoir faire quelque chose, va voir quelqu'un qui y est déjà arrivé, demande-lui comment il est arrivé là. C'est tout. C'est valable pour tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait énormément chez Yaniro. Quand on écrit un livre, on a pris quelqu'un qui a écrit un livre et puis on a dit comment ça marche, et les imprimeurs, et les éditeurs. Et tout est un peu, je vais dire, chiant ou pénible. C'est-à-dire tout est un peu, c'est un autre monde dans lequel il faut rentrer, où il va y avoir des normes, mais ça va finalement assez vite. Et moi, le dernier élément, et après je te laisse la parole si tu as des petites choses que tu veux rajouter, ou des grandes choses que tu veux rajouter, c'est, parce que c'est vraiment dans tout ce que tu as dit, c'est... ça peut être très stressant de se dire mais suis-je légitime, etc. Mais la réalité, c'est que n'importe quelle personne qui se lance a énormément d'atouts dans sa poche dès le début. Que ce soit quelqu'un qui a eu une belle carrière avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui sort d'école, qui peut avoir une certaine d'autres valeurs intrinsèques, etc. Et je pense que c'est très important d'arriver à faire la balance entre ce que vous ne savez pas faire ou ce qui vous semble un peu inconnu, prendre le temps de l'explorer tranquillement et tout en passant du temps à valoriser ce que vous savez faire ou les zones sur lesquelles vous êtes un peu plus en confort. Et je pense qu'avec les deux, on arrive assez vite, un pas après l'autre, à entreprendre. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu voudrais rajouter là-dessus Non, mais c'est un très bon résumé. Je pense qu'on en est tous capables. Il n'y a pas de carte d'identité parfaite de l'entrepreneur, en fait. Et c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre toujours les témoignages des mêmes entrepreneurs à la radio, à la télé, le prototype de 25 ans qui sort d'HEC. Mais en fait, entreprendre, il y a plein de gens qui n'en parlent pas et qui le font tous les jours et qui ne sont pas forcément ce prototype-là. Donc, il ne faut pas du tout être timide par rapport à ça. Et je pense en effet qu'il faut se déplacer. Il ne faut pas réfléchir juste derrière un ordinateur à son business plan. Il faut se déplacer, il faut rencontrer des entrepreneurs, il faut démystifier tout ça. Faut le rendre tangible, en fait. Faut passer du OK, pourquoi ça me fait peur? Alors là, on peut lister à la limite les choses et concrètement s'attaquer à chaque mot l'un après l'autre et on se rend compte que c'est faisable, quoi. Alors, je rajouterais, c'est parce que tu m'y fais penser, un effet totalement inverse dans lequel il ne faut pas tomber. Oubliez pas que une grande partie de la littérature ou des personnes ou des sujets abordés dans l'entrepreneuriat, je pense à The Family, je pense à certaines sources, s'adresse en fait à un profil très particulier. Ça va être une boîte tech, start-up, qui a volonté de devenir une licorne. Et je
pense que ça peut faire très peur. On peut écumer tous les événements de networking et se dire bon bah apparemment il faut que je fasse du growth hacking parce que c'est vachement important et comment je dois gérer mes levées de fonds. En fait, faites dans l'action, faites un pas après l'autre parce que je pense qu'on peut, tous les entrepreneurs peuvent en témoigner. La boîte année 0, année 1, année 2, année 3, il n'y a pas de plan. On prend les choses un peu telles qu'elles viennent et puis il y a un pivot un peu constant parce que de toute façon c'est en faisant qu'on avance. Ouais, et puis il faut écouter les gens sans forcément se dire qu'ils ont raison sur tout. Faut piocher ce qui nous correspond aussi. Il faut avoir identifié exactement ce qui nous correspond. C'est-à-dire que nous on a fait évoluer notre boîte aussi à notre façon. On n'a pas fait la levée de fonds à 1 million au bout de 6 mois. C'est pas du tout. En effet, la licorne dont on entend parler, c'est 1% des startups en fait. Donc, et il y en a qui veulent juste pas être des licornes, c'est très bien. Voilà, exactement. Donc, je pense pas que ça nous correspondait d'ailleurs. Donc, il faut aussi savoir ce qu'on veut et pourquoi on le fait. Alors donc là on arrive enfin donc les deux pieds dans le chapitre dans lequel tu es à l'heure actuelle, donc le chapitre Formilab et le sujet donc l'angle qu'on voulait aborder pour peut-être faire écho à des personnes qui le vivent, c'est le sujet un peu protéiforme du je suis associé avec quelqu'un qui m'est très proche, donc en l'occurrence pas quelqu'un de ta famille mais c'est une très forte amie, donc en même temps si c'est un peu vos familles si vous êtes marraines respectives, donc c'est un peu pareil. Et il y a ce sujet de vous venez un peu pas de la même école et du même parcours et en même temps vous êtes différentes. Alors on va le prendre par un bout parce qu'il faut bien commencer. Comment ça se passe en fait concrètement ? Comment est-ce que c'est devenu un sujet au sens noble du terme de se dire tiens mais en fait on est un peu pareil et un peu différentes et du coup ça pose question. Parce que je suis certain qu'il y en a plein qui se reconnaissent dans ce cas-là. Oui, déjà quand on monte son entreprise et qu'on lit la littérature de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et on dit souvent qu'il faut éviter de monter finalement son entreprise avec quelqu'un qui a les mêmes atouts, quoi. Il faut plutôt privilégier la complémentarité. Moi si je m'étais écoutée, j'aurais cherché potentiellement un profil plus financier ou tech, peut-être que Jordan. Et en fait, je pense que d'ailleurs, je me suis un petit peu empêchée au départ d'en parler à Jordan parce que je me disais, mais non, mais le cœur y allait, mais finalement, je disais, la raison ne doit pas être là parce que c'est pas forcément, on n'est pas assez complémentaires. Et le déclic a été en effet une vidéo de The Family qui disait non mais au contraire n'ayez pas honte de monter votre boîte avec votre meilleur ami et ça m'a décomplexée. Et c'était assez intéressant ce qu'il disait, c'est en fait il faut d'abord avoir envie de le voir tous les jours, quoi, cet associé. Sinon ça va pas marcher. Et alors l'envie de voir Jordan tous les jours, elle est là et elle est toujours là. Et c'est vrai que c'est quelque chose de super important et qu'il y a quelque chose d'hyper fort qui nous unit et qui fait qu'on traverse encore mieux les étapes difficiles de la création d'entreprise aujourd'hui. Et on en parlera certainement encore plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que la complémentarité, aujourd'hui, pour moi, elle n'est clairement pas dans le choix des études ou l'expérience première qu'on peut avoir en entreprise, parce que la complémentarité, elle se trouve surtout sur des soft skills, sur notre personnalité. Et même si sur le papier, on a un peu un CV identique, en fait, encore plus avec les 3 années et demie qu'on a derrière nous, on se rend compte à quel point on est différentes et finalement très complémentaires au jour le jour. Alors il y a 2 sujets là-dedans. Il y a le sujet de entreprendre avec des gens qui nous sont proches, ok, pas ok. Voilà, comme s'il y avait une vraie réponse. Et la question de la complémentarité. Sur la partie entreprendre avec des gens dont on est très proche, donc en l'occurrence Jordan, là maintenant que vous avez 3 ans et demi, presque 4 au compteur, si tu devais témoigner, Jordan témoignerait si elle était là, quelle est la partie qui est vraiment bien ? Et donc vraiment, ça nous a permis à la fois de faire de Formilab une aventure plaisante, et puis ça a probablement joué dans la belle réussite, en tout cas ce qui est en train de se passer. Et quelle est la partie où tu te dis, tiens, non, ça, effectivement, c'est plus dur. Et c'est un caillou dans la chaussure, et il faut le savoir. Entreprendre avec quelqu'un qui est proche,
ça se prépare aussi. En l'occurrence, on a fait un pacte d'associés et ça, c'est très important. C'est ce qu'on recommande aux personnes qui ont envie de monter leur boîte ensemble. C'est important. C'est un peu comme un mariage. C'est vraiment comme un mariage. Il faut que les choses soient claires au départ. Il faut envisager toutes les possibilités quand même dès le départ. Et pour nous, c'était hyper important parce que on voulait pas se retrouver dans une situation compliquée et on voulait absolument pas, avant tout, casser notre amitié. Ça, c'était ce qu'il fallait absolument préserver. Et ensuite, qu'est-ce qui est bien dans le fait d'être amis? C'est finalement, déjà, voilà, on partage des valeurs communes. Le fait, mine de rien, d'avoir un peu les mêmes méthodes de travail fait qu'on se comprend très bien dans le travail aussi. On a le même dynamisme, la même non-peur d'avancer. Voilà, on se retrouve vraiment dans notre façon d'avancer ensemble. Et puis surtout, on discute librement finalement. On se dit un peu tout. Parfois, on met du temps à se le dire et il est arrivé des moments plus difficiles que d'autres ou dans des moments de stress où on avait beaucoup trop de boulot, on prenait pas le temps de se parler. Et en fait, c'est comme en couple. Hein. Quand on prend pas le temps de se parler et que on se fait des montagnes tout seul dans notre cerveau, et puis ça monte jour après jour, et puis on finit par lancer une phrase inopportune qu'on regrette. Et en fait, à chaque fois qu'on a pu finalement avoir des moments un peu plus tendus entre nous, on s'est rendu compte que c'est parce que ça faisait un mois qu'on s'était pas parlé, quoi. Pas parler, ça veut dire pas parler vraiment, quoi. Ça veut dire s'asseoir dans un endroit toutes les deux, un café, et prendre 1 heure ou 2 par semaine. C'est absolument indispensable, en fait, parce qu'il faut qu'on soit toujours aligné finalement sur nos doutes, sur ce qu'on veut. Et voilà, enfin, c'est bête et méchant, mais la communication avant tout, quoi. Alors, ce que tu me dis, ça me fait penser à... Je suis 100% d'accord. Hein. Enfin, évidemment, c'est... Faisons un petit zoom sur les règles un peu édictées, les tables de loi de l'entrepreneuriat, notamment celles-là. On va pas les faire toutes, mais... c'est quoi le sous-jacent à idéalement c'est bien de ne pas travailler avec quelqu'un qu'on connaît, etc. Le sous-jacent, c'est bien évidemment de ne pas rendre les choses plus compliquées avec une relation soit sentimentale, soit amicale, soit des fois familiale qui pourrait être cassée. Oui, c'est dans le champ, oui, ça fait partie des choses. Comme tu l'as dit, vous y avez mis une attention très particulière en construisant un pacte d'associés qui était très attentif, en disant qu'est-ce qui se passe si X, Y, Z. Et après, il y a quelque chose de l'ordre de éviter de fusionner des choses qui n'ont pas lieu d'être fusionnées. De type reprocher des choses qui sont sur le plan professionnel alors qu'on est dans un environnement personnel ou inversement. Et ça, malheureusement, et je vais dire quelque chose qui est un petit peu clivant, oui, je pense qu'à la fin se retrouve la question générale dans n'importe quelle relation humaine, qu'elle soit professionnelle ou pas, de la communication, de l'acceptation de l'autre un peu tel qu'il est, et d'arriver à être sur un mode constructif plutôt que offensif l'un vers l'autre. Parce que la réalité, moi je vais pas les citer évidemment, mais je connais différentes configurations il y a des personnes qu'on accompagne qui sont des configurations un peu différentes, soit des frères, soit des personnes qui sont en relation maritale, on a à peu près tous les cas de figure, et dans certains cas, c'est des problématiques de désalignement entre associés. Mais dans beaucoup de cas, quand on creuse un peu, quand on les accompagne, on se rend compte que la relation avait quelque chose d'un peu bancal ou d'un peu avec beaucoup de non-dits ou beaucoup de violence dans toutes les zones de toute façon, et que finalement l'entrepreneuriat a été un catalyseur ou est venu rajouter une couche, mais ça change rien au fait que une amie, s'il y a quelque chose à lui reprocher, ou en tout cas il y a quelque chose qui coince, faut en parler, il n'y a que comme ça que ça se travaillera, etc. Donc, après, ce qui est dur à gérer, parce que ça c'est la règle, mais ce qui est dur à gérer, c'est les moments de tension forte, quoi. C'est les moments de stress, et on les voit pas toujours arriver, en fait on se rend pas forcément compte qu'on est dans un état tendu et qu'on n'est pas au top de notre maîtrise de soi. Et c'est vrai que c'est dans ces cas-là que parfois on peut se faire du mal, en fait. Donc gérer ses émotions, pour moi, c'est un sujet pour moi. Gérer mes émotions.
qui est beaucoup plus fort depuis que je monte ma boîte, depuis que j'ai monté Formilab, quoi. Je le vivais que très peu avant. Mais on passe vraiment par des zones de stress extrêmes qui font que faut prendre du recul, faut souffler, faut relativiser, d'autant plus les choses et se forcer à rester souple et à l'écoute. Et c'est pas toujours évident. Ah non, mais c'est même très difficile. Mais alors peut-être pour toi et pour ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent qui sont dans le même cas de figure, nous on a globalement 2 choses qu'on préconise et sur lesquelles on travaille, qui sont, c'est pas rocket science, hein, mais c'est des choses qui marchent très bien. La première, c'est d'avoir une très bonne connaissance de soi, de son fonctionnement et de la personne en face. Parce que on est très rarement, et ça on va en parler juste après je pense, sur la complémentarité, même école, pas même école, même cercle social ou pas, des fois on n'est juste pas les mêmes animaux. Il y a des personnes qui vont avoir besoin, enfin je prends l'exemple le plus bateau qui puisse exister, des personnes très extraverties dans des moments de difficulté vont avoir besoin d'être avec des gens. Personnes très introverties vont avoir besoin d'être tout seuls. Ça part vite au clash. Hein. Ah bah là, il y a eu un moment de galère et t'es parti te renfermer alors que moi j'avais besoin de toi. Bah, ça veut juste dire que vous n'êtes pas les mêmes animaux, vous n'avez pas besoin de la même chose. Donc au plus vous vous connaissez bien, alors là plein de choses existent. Hein. Il y a les tests de personnalité très bien qui sont largement suffisants. Mais globalement la connaissance de soi, de ses besoins, de ses peurs, c'est toujours intéressant pour de les partager. Et la deuxième partie, qui est un sport, une discipline qui s'apprend, c'est tout ce qui est autour de la communication non violente. Si on parle beaucoup de la communication non violente, hein, notamment le très bon livre, c'est quoi ? C'est Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Je ne sais plus qui a écrit ça, mais en tout cas c'est le bouquin sur la communication non violente. C'est très bien parce que ça permet, dans les moments de stress ou de conflit qui ne vont pas manquer d'arriver, parce que c'est obligé, d'être capable de gérer un peu correctement la situation. Et c'est une discipline. Gérer la situation, c'est vraiment ça. C'est ne pas se laisser dépasser. Parce que ça va arriver, de toute façon. Ça arrive, c'est évident. Après, on a du mal à les identifier, ces moments-là. Mais en tout cas, ce que tu disais sur se connaître et connaître l'autre, mais c'est sans fin. Moi, je me découvre encore. Et j'apprends beaucoup plus sur moi aujourd'hui que je ne l'ai appris pendant 15 ans quand j'étais salariée, quoi. À l'époque, on me posait la question, c'est quoi tes qualités, tes défauts ? Je savais pas. J'étais trop rigoureuse, trop parfaite. Aujourd'hui, je connais beaucoup mieux mes vrais défauts. Et en l'occurrence, peut-être même que c'est trop rigoureuse et trop parfaite. Dans certains cas de figure, on se rend compte de la limite. C'est sûr, je connais beaucoup mieux mes défauts. Je pense que c'est important d'être honnête avec soi-même par rapport à ses défauts. En tout cas, on les découvre beaucoup plus vite quand on crée sa propre entreprise. Je connais aussi les défauts de Jordan. Je reconnais énormément aussi ses qualités. Et je pense que le fait de la connaître mieux et de me connaître mieux aussi aujourd'hui fait on trouve de mieux en mieux notre équilibre, en fait, toutes les deux. Je pense que les premiers mois ont été les plus difficiles. C'est aussi ceux où on s'est mis le plus la pression parce qu'on partait de rien du tout, qu'on avait tout à prouver, qu'on n'avait pas de clients au départ, etc. Et en fait, le stress était au plus haut point, quoi. On a rapidement eu des clients. Aujourd'hui, on a une équipe. On a un business qui est beaucoup plus solide. Donc aussi, on se repose un tout petit peu plus sur notre équipe, sur ce qu'on a construit déjà. On a énormément de challenges devant nous encore, bien sûr, mais on se connaît mieux. Je sais comment lire derrière ce qu'elle peut dire. J'anticipe mieux ce qu'elle va faire. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile aussi aujourd'hui d'avoir cette relation plus équilibrée et plus sereine qu'au début. Alors parlons justement de la complémentarité. Je pense, tu me dis si c'est pas exactement ce que tu voulais dire, mais que globalement, vous êtes assez vite arrivé à la conclusion que même cursus, même école, job un peu qui se ressemblait très bien, mais qu'à la fin il y a surtout la question des soft skills, et donc de la personnalité, du mode de fonctionnement habituel. Et sur ça, vous avez tendance à être assez complémentaires et donc relativement différentes. C'est un peu ça. Tu le décrirais comment, peut-être, si tu devais le décrire avec tes mots Non, mais oui, finalement, cette histoire de complémentarité nous embêtait plus quand on parlait de notre projet devant les autres. Parce qu'on avait peur ils vont nous dire qu'on n'est pas assez, ou alors ils vont dire derrière notre dos qu'on est trop pareil.
et on avait l'impression que c'était une faiblesse sur notre projet au départ. Mais au fond, en fait, pourquoi on a monté notre boîte ensemble? Parce qu'on se sentait capable de le faire ensemble. Parce qu'on sentait qu'on était capable ensemble de faire avancer les choses petit à petit, de résoudre les questions les unes après les autres. Donc en fait, on s'en sentait capable. C'était plus ce côté, voilà, c'est pas la carte d'identité idéale de la nouvelle entreprise, quoi, de la start-up. Mais les soft skills, oui, on n'est pas pareil, en effet, on réagit pas de la même façon. Après, dans soft skills, il y a aussi disons que même si on a le même CV, on va dire qu'il y en a une qui est un peu plus créative, l'autre qui est un peu plus sur les chiffres, qui va être plus sur de la rigueur, l'autre plus sur la vision. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. C'est pas que des soft skills de personnalité, mais c'est des aptitudes générales qui font que finalement on a toujours réussi à se répartir les tâches depuis le début, même si cette répartition a évolué en fonction de notre business, en fonction de l'équipe. Donc il faut rester aussi agile là-dessus. Mais voilà, il y a toujours eu une répartition assez logique. Après, il y a eu des moments tendus où la répartition ne faisait plus de sens, en fait, parce que il y en avait une qui avait en charge trop de choses par rapport à l'autre. Donc, il faut le réaliser, il faut en discuter, il faut le réadapter sans cesse. Ça aussi, ça se réadapte sans cesse. Il faut toujours être très, très souple, encore une fois, et agile aussi, par rapport à cette collaboration à deux, quoi. Et les rôles et responsabilités à l'instant T, même si effectivement ils peuvent bouger, ça ressemble à quoi par exemple entre Jordan et toi? On va dire que Jordan est plus sur les opérations, c'est-à-dire les suivis de commandes, l'aspect digital. En fait, on développe de plus en plus de process pour automatiser les tâches, etc. Et c'est vraiment elle qui est sur cette partie-là, plus sur la partie compta finance aussi. Moi, je suis plus sur la partie, on va dire, offre, communication et commerciale. Donc là, on est effectivement sur quelque chose où, alors j'imagine, chacun joue aussi naturellement sur ses forces et sur ce qui est naturel, c'est-à-dire quelque chose un cerveau très analysant ou très organisé, et à l'inverse à l'inverse, de l'autre côté, quelque chose de très libre, très tourné vers le futur. C'est tout à fait ça. Ouais, on n'est pas très surpris. Après, mais c'est vrai. On parle de tous les sujets quand même, c'est-à-dire que chacune a la responsabilité de faire avancer les choses, mais on n'avance pas du tout toute seule, quoi. Sur tous ces sujets-là, on avance ensemble. Et tu disais qu'au début c'était un petit peu plus compliqué, où il y a eu des moments un peu plus compliqués. Est-ce qu'il y a eu des moments, alors si c'est pas le cas, tu me diras que non, où quelque part, dans le partage de vos responsabilités, au-delà du fait que c'était pas équitable à des moments clés, parce qu'il y en avait une qui en avait trop dans sa banette, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit non mais là je suis complètement pas à ma place, ou alors à l'inverse il y avait sur ce sujet-là où il y en avait une qui regardait un peu dans le territoire de l'autre en se disant moi j'aurais pas fait comme ça, enfin des moments où quelque part, moi c'est l'analogie que je préfère, sur le terrain de sport, soit vous jouiez pas exactement au même sport, soit vous étiez pas exactement à la bonne position, mais en gros il y avait quelque chose à optimiser là-dessus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas eu trop de moments comme ça. On va dire que il y a eu des moments où peut-être que Jordan a trouvé que je me mêlais un peu trop de ses affaires. Et en fait, c'était pour moi un problème de communication, d'être au courant, ce genre de choses peut-être. Moi, j'ai toujours besoin de comprendre tout ce qui se passe. C'est pas une histoire de contrôle, mais c'est plus de savoir. Mais non, il n'y a pas eu de problème particulier par rapport à ça, non. Ouais, pourquoi est-ce que je présente ce sujet-là? Parce que un point dont on peut parler, pour pareil, celles et ceux qui nous écoutent qui sont dans ce cas de figure, on fait beaucoup l'éloge de la diversité, de la complémentarité, et donc ça se retrouve aussi beaucoup par, je sais pas si c'est les soft skills, mais en gros le naturel, enfin, c'est-à-dire on est tous câblés d'une certaine manière. Enfin, vous voulez faire un test par exemple pour savoir différencier deux personnes, il y a des personnes qui sont très bonnes dans inbox 0, qui ont tous leurs mails traités, 0 notification, et c'est très naturel, et des personnes qui sont très libres, où il y a beaucoup de notifications partout, et l'organisation existe, mais elle est très personnelle. Et ça, alors je peux vous dire que c'est
quasi indépassable et c'est pas grave. C'est-à-dire, si vous voulez rendre les personnes très malheureuses, vous proposez à la personne inbox 0 de se dire non mais lâche prise, bah non, elle est pas comme ça. Et à l'inverse, vous demandez à l'autre personne mais tu devrais t'organiser. Non, elle a sa propre organisation. Et donc la complémentarité, c'est très bien parce que ça évite les angles morts. Ça permet d'avoir des manières de penser, de voir les choses très différentes. En général, la stratégie, on la fait quand même avec tous les associés, donc ça évite les choses. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, donc c'est que dans certains cas de figure, la diversité, la complémentarité, bah, ça se bosse. Hein. Parce que ce que ça veut dire, c'est que, et là, donc, vous ne l'avez pas trop rencontré, a priori, mais c'est très facile de dire « Oh là là, mais telle personne, elle est… J'en sais rien, je me mets à la place de Jordan potentiel. Hein, là, c'est un jeu de rôle, mais Géraldine, elle est toujours pas organisée, et donc, ou alors elle va survendre des choses du côté commercial, et toi, à l'inverse, tu dis Jordan, elle est toujours carrée, organisée, alors qu'on doit être orienté vers le futur, alors qu'en réalité, chacun son rôle dans le terrain. Et c'est bien de jouer son propre rôle. Mais ça se travaille, en effet, la complémentarité. Ça se travaille et ça s'adapte en fonction de son business. Le truc, c'est que tout évolue dans un environnement évolutif. C'est ça qui est difficile aussi, c'est que l'entreprise, elle est pas la même d'une année à une autre, quoi. Ça grossit, ça s'adapte. Enfin voilà, tout est très mouvant et ça requiert d'autant plus de souplesse et de prise de recul pour voir les choses évoluer et arriver à adapter la structure. Donc, ce n'est pas que notre rôle à toutes les deux, c'est la structure au global aussi. Les employés, à tout ça, quoi. Alors, petit point là-dessus également. On parle beaucoup en fait de soft skills. Là, on parle beaucoup de la complémentarité des soft skills, qui est finalement beaucoup plus importante que la complémentarité du CV ou des hard skills. C'est vraiment quelque chose dans lequel on croit, et moi, à titre personnel, auquel je crois beaucoup. Je vais citer Céline Lazare de Litchi, qui est passée par le podcast, et on en avait parlé dans le podcast et à côté, qui globalement dit la chose suivante, et avec laquelle on est très d'accord, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui a les bonnes soft skills, en tout cas soit dans l'entreprise, soit dans sa place dans l'entreprise, d'apprendre les hard skills qui manquent que l'inverse. Et c'est aussi pour ça qu'effectivement, il y a des entreprises qui sont très vigilantes sur des sujets de valeur, de culture, de faire rentrer les bonnes personnes dans la boîte. Parce qu'effectivement, faire rentrer, et là on retombe un peu sur le début de cette discussion où finalement, peut-être que quelque part, quand on est désaligné avec l'entreprise, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, c'est très difficile au quotidien. Là, c'est pareil. Donc, dans les employés, les collaborateurs, collaboratrices, faire attention à ces soft skills, et se dire les hard skills, au pire, bon, on l'apprendra. Oui, et puis finalement, les hard skills, elles arrivent avec les recrues, quoi. Enfin, ce qu'on voit, c'est qu'au début, il faut un peu savoir tout faire, qu'on ait le couteau suisse, il faut savoir faire de la compta, un peu de digital, du blogging, du commercial, un peu de tout, quoi. Et nous sommes toutes les deux des très bonnes généralistes aussi, c'est ça qui fait que on a pu en arriver là. Avec très peu d'investissement au départ. Et après, l'idée, c'est d'engager, et c'est notre phase de développement actuelle, c'est qu'on construit une équipe avec des spécialistes qui sont meilleurs dans leur domaine que nous-mêmes nous pouvons l'être, quoi. Donc, au début, l'idée, c'est de faire exister une boîte, c'est de prouver qu'elle est viable, de trouver des clients. Et ça se fait généralement par les associés. Et ça demande d'être un peu bon partout. Et ensuite, on s'appuie sur une équipe solide et techniquement formée sur des métiers, quoi. Et je pense que s'il y a un mot de la fin de cette discussion qui est revenu à plein de fois, c'est que tu parles de la carte d'identité de l'entrepreneur, l'entrepreneuse. En réalité, il y a quand même beaucoup de manières très, très, très différentes d'entreprendre, et il ne faut pas forcément trop se formaliser sur la manière de faire. Oui, et je trouve que les médias ne relatent pas assez de diversité d'entrepreneuriat. C'est dommage parce qu'on entend toujours parler des mêmes, en fait. Mais je pense pas que ce soit très réaliste de ne refléter que cette image-là, parce que l'entrepreneuriat est beaucoup plus vaste. Après, voilà, c'est la start-up, l'entrepreneuriat, c'est peut-être un peu différent, la licorne encore. Mais c'est vrai qu'on a une image, du coup, peut-être un peu trop formalisée de ce que doit être un entrepreneur parfait.
Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire ici, d'ouvrir cette image. Merci Géraldine d'y avoir contribué aujourd'hui. On va arriver à la fin de cette discussion. Quelqu'un qui a été très intéressé par ce que vous faites, donc Formilab, et qui a envie d'en savoir plus, de découvrir d'une part, et d'autre part quelqu'un qui peut-être s'est retrouvé dans ce que tu dis et qui veut engager la conversation avec toi. Où est-ce qu'on les redirige ? Déjà, moi, je serais ravie de partager mon expérience avec cette personne-là, parce que je trouve que c'est indispensable pour avoir envie de se lancer, pour apporter le déclic. Et sur LinkedIn, sans problème, Géraldine Blanc, je suis à votre disposition. Géraldine Blanc sur LinkedIn et donc Formilab sur c'est quoi le site ? Voilà, Formilab, formilab.com. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et donc, pour clôturer donc, cet échange, comme tu le sais, on aime bien les questions un petit peu gratte-poil. C'est quoi la question qu'on ne te pose pas en tant qu'entrepreneur, pas nécessairement en interview, que tu aimerais bien qu'on te pose ? Les sujets dont on ne te fait pas parler, dont tu aimerais bien parler en très peu de mots. Je trouve qu'on parle pas tant que ça de l'échec, peut-être. Et c'est vrai qu'on essaye de ne pas y penser, mais on sait qu'il peut arriver. Et c'est vrai que les quelques témoignages que j'ai déjà entendus sur des échecs, je trouve que c'est vraiment très enrichissant. Et d'ailleurs, c'est souvent des personnes qui développent leur deuxième start-up après, parce que c'est pas parce qu'on a un échec une fois qu'on ne peut pas créer 2 fois, 3 fois. Donc ouais, on ne parle pas beaucoup de l'après, potentiellement. Et donc sur ça, je vous renvoie à ceux qui écoutent. On a fait une hors-série sur l'échec avec nos amis des rebondisseurs français. Donc il y a 3 épisodes spécifiquement sur des entrepreneurs, start-up ou pas, qui ont rebondi, qui parlent de tout ce qui existe de très bien chez les rebondisseurs, 60 000 rebonds, second souffle. Donc on en parle sur le podcast Yaniro. Bon, merci Géraldine, et puis merci. Donc au plaisir. Merci Alexis. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yaniro sur www.yaniro.co. Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www.yaniro.co/events, EVENTS, et à dans 2 semaines pour le prochain épisode.